d'ailleurs des soucis de connexion, n'hésitez pas à écrire sur ce bar de chat. Élise se chargera de vous répondre et pour vous aider à vous reconnecter si besoin. Et à la fin, c'est vraiment dans cette même barre de chat que vous allez pouvoir poser vos questions à Annie-Lou. Voilà, tout pour savoir tous les secrets de Diego et Frida. Bon, bienvenue à tous. Avant toute chose, on a une petite question à vous poser qui est importante pour nous. On aimerait bien savoir comment vous avez connu les visites virtuelles Mexico, comment vous êtes arrivé à ce petit chemin et arrivé jusqu'à nous et avoir le plaisir de partager cette expérience avec nous. Est-ce que vous nous avez connus sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous nous avez connus sur Internet en cherchant, comme ça par hasard? Est-ce que vous nous avez connus sur la presse ou sur le journal? Alors là, vous pouvez vraiment sélectionner sur l'écran. Vous voyez les différentes options normalement et vous pouvez sélectionner la réponse qui vous convient. Est-ce que vous nous avez connus par recommandation d'un ami ou d'un proche? Est-ce que vous êtes un client Mexico, que vous avez déjà voyagé avec nous ou que vous allez voyager avec nous? Ou est-ce que vous avez reçu un mail de notre part? Alors, on attend 2 petites minutes. Voilà, ça c'est vraiment pour nous aider à savoir comment vous êtes tombé sur Mexico, est-ce que vous nous connaissez avant ou pas, voilà. Hop là. Bon, du coup, j'imagine que tout le monde a pu répondre. Donc maintenant, on va attaquer la visite. Je laisse la parole à l'experte Annie-Lou, le petit rayon de soleil de Mexico qu'on adore. Je lui laisse la parole et je vous souhaite à tous une très belle visite. Ok, écoutez, comme je disais, je suis enchantée d'être ici. Une manière très originale de venir au Mexique ou préparer votre futur voyage quand toute cette histoire sera finie. Voilà, on va venir visiter la maison de naissance de cette femme que vous voyez sur l'écran. Cette femme, qu'on pourrait dire, d'une beauté énigmatique, une femme qui était aimante de la vie et de la controverse, aussi bien par sa manière d'habiller pour son œuvre ou pour la manière de vivre qu'elle avait au début du XXe siècle. Frida Kahlo, messieurs, dames. J'aimerais, avant de commencer, vous poser aussi quelques questions, seulement pour avoir une idée de jusqu'à quel degré vous connaissez Frida Kahlo. La première question, facile, hein, c'est qui était le mari de Frida Kahlo? Et alors, dans les options, vous avez Leon Trotsky, Diego Rivera, Benito Juárez ou Lázaro Cárdenas, tous de très grandes célébrités mexicaines. Et la deuxième question, c'est quelle était la spécialité artistique de Frida Kahlo? Elle était musicienne, le cinéma, la peinture, la couture. Voilà, je vous donne 2 secondes. Non, je ne sais pas combien de temps. Le temps que les personnes puissent répondre. C'est simplement pour avoir une idée de jusqu'à quel degré vous connaissez ou vous avez entendu parler de cette célèbre dame mexicaine. Oui, elle est célèbre, hein, Frida. Et d'ailleurs, elle est devenue célèbre vraiment après le film Frida Kahlo qui a été produit. Je pense que oui et non, mais la célébrité mondiale, oui, définitivement. La fridomanie, ce qui est devenu déjà une exagération dans l'image et dans l'œuvre de la vie, l'icône Frida Kahlo est devenue une icône parce que Hollywood est intervenu dans sa vie. Alors, est-ce qu'ils ont bien répondu? Ok, donc... On a du 100%, hein? 100% Diego Rivera. Bravo! Bien tout sûr. Juste, tout bien juste. Sûr. Et on a du 100% peinture aussi. Donc, tout le monde connaît Frida et sa vie amoureuse, apparemment. Très bien. Très, très bien. Ça m'évite aussi d'expliquer beaucoup de choses. Bueno, alors, dans ce cas-là, je vous invite au sud de la ville de Mexico, dans le quartier de Coyoacán.
le quartier de Coyoacán est un quartier au sud qui est vraiment charmant. Je l'appelle toujours le quartier bobo de Mexico parce il a une architecture coloniale extraordinaire. Son histoire est très importante. Et puis, justement, à l'aube du XXe siècle, quand on commençait à aménager quelques terrains qui appartenaient jadis à des couvents, on a construit cette maison que vous voyez en face, la maison où Frida Kahlo est née. C'est en 1904 que les parents de Frida, un couple aussi très intéressant, métis et rare à l'époque, en 1904, ils ont acheté les terrains et ils ont construit cette maison où, plus tard, Frida Kahlo est née en 1907. La maison bleue, on l'appelle, et je crois que vous voyez bien pourquoi, hein. La couleur est très vivante et elle est ainsi à l'intérieur comme à l'extérieur. On va donc rentrer. Magnifique, hein. Magnifique. Et du coup, c'était Diego et Frida qu'on voit ici à l'écran qui vivaient dans cette maison. Disons que d'abord, c'était la maison de la famille de Frida Kahlo, c'était la maison de la famille Kahlo. Mais après le mariage de ce couple emblématique mexicain, oui, la maison est venue appartenir à Frida. C'est une question d'une petite histoire de finances du père de Frida qu'à un moment donné, il avait beaucoup de problèmes. Il a hypothéqué 2 fois la maison, mais quand Frida s'est mariée à Diego Rivera, c'est Diego Rivera qui a payé les hypothèques. Et c'est pour ça que donc, les titres de la maison sont venus à Frida. Et Frida, elle est née dans cette maison et elle est morte dans la même maison. Elle a vraiment passé toute sa vie dans cette maison finalement. Elle est née, elle y a vécu, et elle est morte, et elle y est toujours. Elle Parce y est qu'aujourd'hui, toujours. ses cendres sont toujours là. Oui, c'est vrai, on va le voir, on va le voir plus tard. Et du coup, quelle était sa relation un petit peu avec Diego, Frida? Bueno, justement, j'adore cette image. C'est une de mes peintures des autoportraits de Frida Kahlo que je préfère les plus. Parce que voyez-vous, là, il y a une Frida Kahlo qui se montre telle qu'elle se voit, habillée en plus avec ses costumes très typiques du sud du Mexique, de Oaxaca, car sa mère était d'origine oaxaqueña. Et le tableau s'appelle Diego dans ma pensée, parce que vous voyez comment elle a peint le visage de Diego Rivera sur son front, un peu comme un troisième œil. Vous savez, Frida Kahlo a eu une karma terrible dans sa vie. Nous, aujourd'hui, on l'admire, on la voit comme une représentation ou une des premières femmes au Mexique qui a lutté pour le féminisme, pour la liberté sexuelle, bueno, énormément de choses. Mais Frida Kahlo, je crois qu'on n'aimerait pas être Frida Kahlo aujourd'hui, parce qu'elle Elle a elle a beaucoup vécu souffert. des choses terribles. Par exemple, je sais, Alexia a 6 ans. À l'époque, c'était commun. Elle a été infectée de poliomyélite. Et elle s'en est sortie avec une jambe un peu plus courte, évidemment, parce que c'est une des séquelles de la maladie. Et pour ça, elle était très active, elle devait s'exercer énormément pour essayer de se réhabiliter de cette maladie et de ses défauts physiques. Mais en plus, une chose inouïe pour une jeune fille de belle société de l'époque, elle a décidé de rentrer au lycée. À l'époque, les femmes n'étudiaient N'étudiez pas. pas. Tu sais, elles terminaient les collèges et elles allaient apprendre à cuisiner, etc., pour se marier. Frida Kahlo voulait étudier et donc elle est entrée au lycée numéro 1. C'était le seul lycée qui existait au Mexique, au centre de la ville de Mexico. Alors qu'elle habitait à Coyoacán, elle devait se déplacer de Coyoacán au centre de la ville C'est en là où elle a eu un bus, en accident. tramway. Après 2 ans d'études, elle a eu un malheureux accident. Elle avait 18 ans. Le bus dans lequel elle allait, s'est rencontrée face à face avec un tramway. Et de cet accident, elle est sortie vraiment très blessée. La pelvis a été cassée, sa colonne vertébrale a été coupée en 3,
Bueno, je ne vous dis pas toutes les fractures des jambes et des bras. Frida Kahlo a dû passer après ça quelques 9 mois attachée totalement au lit. Voyez, une chose qu'il faut vraiment se rappeler, Frida Kahlo, depuis cet accident jusqu'à sa mort, elle est morte à l'âge de 47 ans, elle a vécu avec une douleur qu'aujourd'hui, je crois que nous, on ne pourrait pas les soutenir, les tolérer. Et ça se Frida ressent dans Kahlo, ses œuvres d'ailleurs. oui, elle a dû vivre tout ça, et c'est pour ça que je dis, elle a un karma terrible. Mais vous savez, presque à la fin de sa vie, elle avait écrit une chose assez curieuse. Elle a dit, dans ma vie, j'ai eu 2 accidents, celui du bus et celui de Diego. Et le fameux Car Diego. la relation de Diego Rivera et Frida Kahlo était une relation pour le moindre bouleversante et polémique, surtout pour un couple du début du XXe siècle. Oui, on a hâte d'en savoir un peu plus sur cette relation. Exactement. Est-ce qu'on rentrerait pas dans la maison, voir le petit patio de cette Allons-y jolie, à l'intérieur de la maison, s'il vous plaît. magnifique, beaucoup de végétation. C'est vraiment une très belle demeure, hein. Ben oui. Encore qu'à l'époque, je vous dis, c'était une petite maison de classe moyenne. Voilà, Mhm. les jardins, on rentre là. Alors, je crois que, voyez, la couleur est très, très vivante et c'est la raison pour laquelle on l'appelle la maison bleue. Elle est magnifique. Oui, oui, oui. Et du Vous coup, on a savez, un temple, non, dans le patio, comme un espèce de temple de site archéologique. oui, c'est une petite structure pyramidale que Diego Rivera fait construire dans le jardin. Voilà, on arrive à le voir et il est là. C'était euh, avec l'objectif d'exposer une partie des pièces précolombiennes que Diego Rivera, pardon, avait collectionnées durant toute sa vie. Il était un très grand amateur de l'art précolombien. D'ailleurs, son art, sa peinture de Diego, était très influencée à un moment donné de ce qu'il a appris. Celles-ci que vous voyez là, ce sont des petites pièces originales, mais ça fait partie, c'est seulement une petite partie de sa collection. La plus grande partie, les plus valables, se trouve dans un autre musée. Une autre maison que Diego et Frida ont construit lors de Qui s'appelle Anawakali, non? chanson d'élection Alors, on t'entend pas très bien, de Diego. Anilou. Je sais pas Alors, si en c'est ce qui moi. concerne la musique, oui, la deuxième, l'autre, Anilou, je sens que tu as un problème de connexion. Est-ce que tu es proche peut-être de la borne vous ne m'entendez Wi-Fi? pas bien? Ça coupe de temps en temps. Les aléas des visites à la maison en confinement. Mais oui, de temps en temps, ça coupe effectivement. Oh, On t'entend en saccadé. oui, maintenant. Bueno, pendant ce temps, vous pouvez profiter de voir la maison. Et vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend mieux. Il me semble que ta connexion est revenue. C'est-à-dire, j'ai enlevé les écouteurs. C'est pas grave, c'est très bien. On Euh, t'entend bien comme ça aussi. Exact. Bueno, on était dans la maison. Il faut, avant qu'on rentre à la maison, que je vous explique un tout petit peu que cette maison a été achetée, celle qui a été achetée par M. Kahlo, Wilhelm Kahlo. C'était un homme, un photographe d'origine juif hongrois, mais né en Allemagne, marié 2 fois au Mexique. Il est arrivé au Mexique à 19 ans. Il s'est marié 2 fois. Le premier mariage, malheureusement, sa femme est morte en accouchement, en accouchant. Et il s'est marié donc une deuxième fois avec Mathilde Calderón. Et c'est avec elle qu'il a procréé 4 enfants dont la troisième était Frida.
Et c'est, comme je vous dis, à un moment donné, d'une époque très prospère de M. Callot, ils ont acheté cette maison. Ici, vous voyez la partie originale de la maison. Une petite maison enfin, de bonne taille, mais modeste, classe moyenne, en forme de U. Et c'est là qu'habitait la famille. Les jardins appartenaient effectivement à la maison. Mais il y a une deuxième partie du musée aujourd'hui, que c'est une section qui a été construite plus tard. Vous voyez, on voit le petit plan de la maison, on voit le U, et puis derrière, dans la partie supérieure, voilà, on voit l'image maintenant. Cette deuxième partie a été construite une fois que le fameux couple Diego et Frida sont arrivés vivre en permanence à cette maison à la fin des années 30 du XXe siècle. Et comme vous pouvez voir, il est un peu différent. Il est fait en pierre de basalte, pierre volcanique. Et l'architecte qui l'a fait, c'est un des meilleurs amis de Diego. Il s'appelait Juan O'Gorman, un excellent architecte, sculpteur et peintre aussi. Et aussi, il faisait partie du même mouvement artistique que Diego a créé, le muralisme mexicain. Vous pouvez voir l'influence de Bauhaus, définitivement, avec ce style très géométrique, très aéré, et on aura l'occasion de voir l'intérieur et vous verrez comment c'est joliment illuminé. Et du coup, dans la seconde partie en haut, donc du coup l'annexe, si on peut l'appeler comme ça, la deuxième partie qui a été construite quand Frida et Diego ont emménagé dans cette maison, c'est l'atelier de Diego et les 2 chambres de Frida. On peut le dire, oui. Et je pense que l'atelier était à tous les deux. C'était une librairie, atelier, mais c'est quand Diego restait à la Maison Bleue pour travailler, c'est là qu'il travaillait. Il travaillait là-bas. Diego, il avait à part, il avait construit une autre maison que Juan O'Gorman a construit aussi. Et à un moment donné, les couples y a vécu à San Ángel, un autre quartier pas loin de Coyoacán. Et c'est là que Diego travaillait. D'accord. Ouais, c'est un très beau atelier d'ailleurs pour ceux qui projettent de visiter le Mexique. Passer à l'atelier de Diego à San Ángel, c'est vraiment un superbe atelier. Du coup, est-ce qu'on rentre dans la première salle, Anilou? Allons-y dans la première salle. Il me paraît parfait. Voilà la première salle. À l'origine, quand c'était la maison de Diego et Frida, cette salle était le salon. Comme tradition, toujours à l'entrée d'une maison coloniale, on a les salles publiques, on va dire comme ça, et c'était le salon. Au fond, nous voyons cette belle cheminée faite en pierre volcanique, même chose, avec un style très moderne pour l'époque, bueno, début du XXe siècle. À la fois préhispanique. Voilà, mais avec ce style, c'est moderne, mais en même temps ancien, parce que c'est inspiré de ce style préhispanique avec la pierre volcanique. Dans cette première pièce, je considère que c'est là quand dans les musées, on peut voir les peintures que Frida, qui appartiennent à Frida, et des peintures très importantes. Par exemple, on le voit là, un tout petit peu, voilà. Frida, en 1954, presque à la fin de sa vie, pardon, en 52, elle a fait les portraits de son père, Wilhelm Callot. Je vous disais, il était un personnage qui a été très important pour Frida, parce que M. Callot, non seulement il s'est chargé de la réhabilitation de Frida, quand elle était petite et qu'elle a eu la poliomyélite, c'est lui qui l'a poussée à bouger, à vraiment être active pour ne pas rester coincée avec sa jambe plus courte, une jambe plus courte que l'autre. Mais aussi, quand elle a eu l'accident terrible qui l'a mis au lit et qui lui a marqué la vie pour toute sa vie, Monsieur Callot, c'est lui qui lui a donné les pinceaux, les peintures, les tableaux, les toiles pour qu'elle commence à peindre. Et alors que Frida n'a jamais eu une formation académique, et je crois que ça se voit dans son œuvre, elle avait quand même une bonne inspiration. Elle avait l'exemple de son père en tant qu'artiste
Et voilà, ici nous sommes en train de voir un autre tableau qui se trouve exactement dans la même salle. C'est un des premiers autoportraits. Je crois que le premier autoportrait de Frida. D'abord, on voit très différents styles. Ça s'appelle autoportrait en costume de velours. Elle l'a fait pour son petit copain de l'époque, son petit copain du lycée, et qu'elle aimait énormément, et Alejandro Gómez Arias. Et elle voulait se montrer, comme vous voyez, très calme, très lucide. Vous pouvez même observer le style un peu italianisant, évidemment, à sa manière. Très élégante, Très Frida. élégante. Voilà, c'est la meilleure. C'est la Du coup, meilleure c'est un peu grâce explication. à son père, finalement, qu'elle a commencé à peindre et grâce un peu à son accident, même si c'est malheureux. C'est à la fois, c'est un concours de circonstances. C'est à la fois le fait d'être bloqué au lit et son père qui lui a acheté le matériel pour commencer à peindre, finalement, qui l'a mené sur cette carrière de peintre. Je vais être très sincère avec toi, Alexia. Je pense qu'elle aurait 1000 fois préféré ne jamais avoir l'accident et jamais peindre, Mhm. non? Et elle aurait trouvé d'autres choses. Sa personnalité était de toute façon déjà là, non? Et c'est certes que la peinture l'a sauvée. La peinture l'a sauvée de ne pas mourir bien avant la date à laquelle elle est morte, non? Oui, oui, ça lui conservait une motivation. Et du coup, dans la salle 2, qu'est-ce qu'on va voir dans la salle 2 de Alors, la si on maison passe de Frida et à la Diego? prochaine salle, ce premier autoportrait, je vous dis l'accident, et pour vous mettre bien dans les dates, hein, l'accident, elle l'a eu en 1925. En 26, elle a fait ce premier autoportrait. Et là, c'est ça qui est très intéressant. Ici, on est dans l'autre salle du musée. Au fond de cette salle, on voit un tableau qui est le dernier tableau que Frida Kahlo a peint. Exactement. Cette nature morte avec des pastèques, quelques-unes coupées, d'autres en entier, ça s'appelle Viva la vida. C'est sûr que c'est, en tant que pièce qui appartient au musée de Frida Kahlo, une des plus importantes œuvres. Elle l'a fait en 1954, peu de temps avant sa mort. Elle est morte en juillet de 1954. Ici, elle montre une optimiste à toute épreuve, parce que vous voyez dans la partie d'en bas, dans la pastèque coupée à moitié qui est là en bas, elle a écrit le titre, aujourd'hui le titre du tableau, Viva la vida. Vive la vie. Vive la vie, oui, exact. Viva la vida. Après tous ces temps, elle avait 47 ans. Elle avait passé des années en douleur. Et chaque fois, à cause justement de ces mêmes blessures qu'elle a eues dans sa colonne et partout, chaque fois les douleurs allaient de plus en plus fort. Moi, je me dis, quand je vois Viva la vida, est-ce que c'est vraiment un optimisme à toute épreuve? Ou est-ce que c'est de l'ironie? Ou est-ce que, exact, ou est-ce que c'est l'ironie? Ou est-ce que vraiment il est en train de dire j'en ai marre? Ah oui, tout le monde dit je dois être heureuse, viva la vida. Enfin, c'est mon interprétation, bien sûr. C'est à vous de décider. C'est sûr que le tableau lui-même, il n'est pas très grand parce qu'à cette époque-là, il ne pouvait plus s'asseoir à peindre des grandes toiles. Cependant, il est véritablement très attirant. Très, très. Ouais, elle est très jolie. Hein. Et est-ce qu'on a des œuvres de Diego dans le musée Ah, dans le de musée, Frida et Diego? oui. Alors voilà qu'on a la chance, c'est une grande chance, je pense, de pouvoir observer quelques pièces, quelques œuvres de Diego Rivera dans la Maison Bleue de Frida Kahlo. En réalité, c'est pour ça qu'on appelle la maison de Diego et Frida. Ils ont vécu là quand même suffisamment longtemps tous les deux pour, pour pouvoir dire que c'était à tous les deux. Diego Rivera est un homme qui a travaillé intensément tout le long de sa vie. Né en 1886 dans la ville de Guanajuato, très jeune, à l'âge de 16-17 ans, il est parti en Europe. Il y a vécu pendant plus de 20 ans. Il a vécu à Madrid, il a vécu à Paris, il a vécu un petit peu en Italie. Il a fait partie de tous les grands mouvements artistiques qu'à l'époque,
tenait lieu. Évidemment qu'il était là en 1907 au bateau Lavoir, hein, à côté des Braque et des Picasso. Évidemment qu'il a été donc partie de ces mouvements de cubisme. Ces trois tableaux que nous voyons là appartiennent à Diego, une belle partie de la collection du musée Frida Kahlo. Et voyez, c'est un style que Diego a goûté. Rappelez-vous que le cubisme est un style très intellectuel. Diego l'a dominé, l'a goûté, mais il a continué parce qu'il a vécu par la suite. Bueno, à Montparnasse même, il a fait partie de l'école de Montparnasse. Il a été un peu en Allemagne, l'expressionnisme, le futurisme. Il était très copain de Modigliani. Bref, c'était toute une personnalité. Monsieur El Diego, Maestro. Il a El d'ailleurs Maestro. beaucoup inspiré, ça a été un petit peu le mentor de Frida finalement. C'est lui qui l'a un petit peu projeté sur le devant de la scène, qui l'a poussé, qui l'a un petit peu inspiré, formé finalement. Frida est devenue Frida aussi un petit peu grâce à Diego finalement. Je crois que tu as raison, Alexia. Je n'aimerais pas que les fanatiques de Frida Kahlo viennent me tuer maintenant, mais c'est sûr que je peux dire qu'il n'y aurait pas de Frida San Diego. Tu vois? Ben, c'est une bonne chose, c'est pas forcément négatif. C'est un couple qui s'est inspiré sur le point artistique. Tu sais ce qui m'enrise le plus, c'est qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus Frida Kahlo. Enfin, tu prends une Thaïlandaise, tu prends Que une Diego. femme de la Chine, elles savent qui c'est Frida Kahlo, mais elles ne savent pas qui c'est Diego Rivera. Oui, c'est vrai. Alors qu'à l'époque, il était plus reconnu qu'elle finalement. Oh, bah, bien sûr. Mais, enfin, nous, en tant que Mexicains, aimant l'art et les mouvements culturels, ça nous révolte un tout petit peu. C'est parce que Frida, c'est pour sa personnalité, c'est pour ce qu'elle représentait, une femme avant-gardiste, féministe. Voilà, elle a été mise un petit peu sur le devant de la scène, voilà, de cette manière aussi dans l'histoire moderne. Au moins, voilà, maintenant, elle a une autre image. Elle est connue pour ses peintures, mais aussi surtout pour sa personnalité et tout ce qu'elle représente finalement. Ben, tu l'as dit. Tu l'as dit. La peinture de Frida, et je crois que on a le droit de l'aimer ou de la haïr, tu vois. Et c'est une peinture qui ne te laisse pas indifférent. Tu peux dire c'est horrible et vous avez le droit de dire c'est horrible, mais vous pouvez l'adorer. Donc, oui, définitivement, Frida Kahlo aujourd'hui, elle est beaucoup plus vénérée à cause de sa personnalité, peut-être de ses karmas terribles dont je parle tout le temps, plus que de son œuvre. Mais ça n'empêche que c'est la femme latino-américaine qui est la plus cotée au monde, je veux dire. Elle et Diego Rivera, en tant que peintre, tous les deux sont les plus chers, enfin, comment dire, les peintres qui ont vendu, dont ces œuvres se sont vendues les plus chères au monde. Quel est le tableau le plus cher de Frida Kahlo? À combien il s'est vendu le tableau le plus cher de Frida Kahlo? Bon, il n'y a pas très longtemps, hein, ça fait pas très longtemps, en 2014, je crois, un tableau de Frida Kahlo, les deux nus dans le bois, s'est vendu à 8,5 millions de dollars. Waouh! Écoute, il y a une blague qu'on s'est dit entre nous. Si Frida et Diego voyaient ça, ils rigoleraient, ils se moqueraient des idiots qui ont acheté. De ceux qui mettent les millions dans un tableau, oui, c'est sûr. Ils se retournent dans leur tombe, là. Enfin, dans leur... Ils se retournent dans leur tombe. Absolument. Mais il faut dire que cette fanatisme, fridomanie, peut-être a commencé un tout petit peu avec Madonna. Dans les années 80, Madonna a acheté un autoportrait avec singe de Frida et elle a payé 1 million de dollars. D'ailleurs, petite anecdote, durant vous savez que bon, c'est Salma Hayek qui a représenté le rôle de Frida Kahlo dans le film Frida de 2002. Et ce rôle-là, véritablement, c'était une véritable bagarre entre Madonna et Salma. Ah oui? Heureusement, Salma a gagné, vous savez pourquoi? Parce qu'elle, étant mexicaine, avait des bonnes connexions. Non, pas seulement parce qu'elle était mexicaine, hein. C'est parce qu'elle avait de bonnes connexions avec la Fondation Frida et Diego et elle a pu utiliser les tableaux originaux
pour les mettre dans le film. Ah, bon après c'est plus logique quand même, elle est mexicaine donc. Eh ben, c'est vrai, les Mexicains. Et puis, elle a pas mal fait son rôle. Allez, on passe à la suivante salle. Oui, les ex-votos. Donc là on a une Et, collection intéressante de d'ex-votos dans cette salle. alors, les Alors qu'est-ce que ex c'est un ex-voto? exact, j'allais t'expliquer. Les ex-voto, ce sont des espèces de miracles. C'est-à-dire, c'est une œuvre très populaire. Les Mexicains, nous sommes d'abord 80% catholiques, 90% chrétiens, et nous sommes très dévoués, très dévotes. On va aller à l'église demander des miracles, et quand les saints nous accomplissent les miracles, parce qu'apparemment, les miracles, c'est quelque chose de très commun au Mexique, à ce moment-là, on fait une œuvre, petite peinture, à l'époque, parce que c'était 17e, 18e, 19e siècle, même 20e siècle, à l'aube du 20e siècle, on faisait des ex-voto. Si on peut s'approcher un tout petit peu à l'un d'eux, peut-être essayons de prendre les plus grands. Voyez-vous, là on voit une image, un saint, quelque chose qui se passe, et surtout, très intéressant, quelque chose d'écrit en bas. Peut-être que vous pouvez voir là où il y a le curseur, qui est mini, mini, Mhm. mini dans l'image. C'est écrit. Qu'est-ce qu'on écrit? On va écrire les noms du saint. On va dire quelque chose comme oh, merci, Saint, la Vierge du Rosaire, qui, après avoir prié, m'a aidé à sortir de la mort, de cette épidémie ou n'importe. Maintenant, on va faire beaucoup d'ex-voto de COVID-19, n'est-ce pas? Du Covid-19. Bueno, ce qui est important de ex-voto, c'est que c'est un art populaire. Beaucoup de ces auteurs, de ces œuvres, sont anonymes. Mais le plus important, c'est que Diego et Frida adoraient l'art populaire. Et Frida, elle-même particulièrement, elle s'est inspirée énormément de ces ex-voto pour, par la suite, exprimer ses idées, ses rêves. Non? Oui. Et du coup, en fait, c'est de la peinture sur des lamines de fer, c'est ça? Exact, exact. D'accord. C'est Et du coup, Frida aussi a peint des ex-votants? on ne les appelle pas vraiment ex-voto, mais l'inspiration directe des ex-voto, oui, on ne peut pas le nier. Par exemple, il y a, voilà, c'est très voilà, un des avantages de cette visite virtuelle parce que ce petit tableau qui est sur une lamelle de fer, ça s'appelle unos cuantos piquetitos, quelques petits couteaux. Et justement, un de ces tableaux de Frida qu'elle a fait, inspiré par les ex-voto. Regardez, il s'agit d'un événement assez commun dans les journaux, qui est apparu dans les journaux de l'époque. Un homme a tué sa femme parce qu'il l'a trouvée au lit avec quelqu'un d'autre. Et il s'est vraiment, vraiment, comment dire, à côté avec elle parce il lui a donné plus de 25 coups de couteau. Non? Frida, comme vous pouvez voir, a vraiment, vraiment, vraiment remarqué la scène sanguinolente. Il y a du sang partout, même dans les cadres. Et dans la partie supérieure, il y a deux colombes de la paix qui portent le panneau unos cuantos piquetitos. Apparemment, dit-on qu'à l'époque que ce monsieur a été jugé, quand le juge lui a demandé, mais monsieur, pourquoi vous lui avez donné autant de coups de couteau à votre femme? Il a dit, ben quoi? Je lui ai donné seulement quelques Seulement quelques-uns. seulement quelques-uns. Vous savez, Frida l'a fait un tout petit peu comme une protestation. Parce Mhm, que dénonce. malheureusement, à l'époque, et j'ai craint à dire que même aujourd'hui, il y a quelquefois, comme c'était un crime qui était considéré crime passionnel, monsieur a été pardonné. Il n'a pas été puni, voyez-vous. Un homme qui tue sa femme pour n'importe quelle raison, à cette époque-là, si on le classait comme un crime passionnel, il était moins durement condamné. Et je crois Mhm. que c'est ça que Frida Kahlo voulait montrer. C'est la manière de protester de Frida, de l'impossibilité d'un raisonnement comme ça. Regardez comment il a laissé la femme, cet homme. Et on l'a pardonné, voyez-vous. Mhm.
Et Oui, parce Frida, elle racontait toujours des choses vraies finalement, Frida, dans ses peintures. Soit elle dénonçait des faits, comme celui-ci. Voilà, c'est quelque chose qui était accepté dans la société à l'époque qu'un homme puisse tuer sa femme. Mais elle racontait sa vie, non, aussi dans certaines de ses œuvres. non, non, tu as tout à fait raison. Regarde ici, nous voyons un autre. Justement, c'est un autre tableau qui est inspiré des ex-voto. La manière comme elle le fait sur une petite lame en fer, avec au lit. Bon, on n'arrive pas à le voir, mais dans la base du lit, c'est écrit Henry Ford Hospital. Vous savez, bueno, c'est là une relation avec la vie de Diego. Et croyez-moi, je ne pourrais pas, parce que je crois que c'est le motif d'une autre exposition, parler de Diego Rivera et de son œuvre. Mais Diego a été appelé aux États-Unis. Il était à un moment donné très célèbre. Et il a été invité aux États-Unis à peindre des peintures murales. Ici, ils étaient à Detroit. Ils sont allés aux États-Unis de 1931 à 1934 à peu près. En 1932, Frida Kahlo, quand elle était à Detroit, elle a eu un avortement. Il faut que je vous dise, elle a eu 3 avortements quand elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec Diego en 29, en 30, c'était le premier avortement. Que là, il a fallu le faire parce que le fœtus était en très mauvaise position. Rappelez-vous qu'elle avait la pelvis cassée. Des fausses couches, tu veux dire. Elle a eu des fausses couches. Elle a perdu des enfants à 3 reprises, c'est ça? De manière naturelle. Non, la première n'était pas naturelle. La Ah, première, on d'accord. lui a fait un avortement. La deuxième, cette image que nous voyons là, qui véritablement est très cruelle. Je veux dire, ça nous choque un peu voir Frida Ouais. sur son lit, dans un flaque de sang. Le fœtus qui vole un petit peu dans la partie supérieure. Bref, ça nous choque parce que c'est ça qu'elle peigne. Elle peigne les événements qui lui faisaient mal. Pour Frida, la peinture, c'était de l'exorcisme, voyez, tu vois. Ouais. Alors, au fond, par exemple, je disais, lors de ce séjour, Diego travaillait tellement dans la Ford Motor Company, exactement là où vous voyez les curseurs. Ça, c'est les industries de la Ford Motor Company de Detroit. Alors, Frida est là, toute seule à l'hôpital, avec des orchidées violettes que Diego lui a amenées après le faux accouchement. On voit l'orchidée morte, l'orchidée tombée, et on voit beaucoup de symboles. Par exemple, un escargot dans la partie supérieure à droite, Mhm. cet escargot représente la manière lente dans laquelle elle a perdu cet enfant, une fausse couche. Et cette fois-ci, en 32, c'était bien une fausse couche. Et tu vois le malheur, Alexia? Exactement cette même année-là, quand elle était aux États-Unis en train de se récupérer de cette fausse couche, sa mère, Mathilde, est morte au Mexique. Ah. Tu Et elle, vois? elle était aux États-Unis. Elle était aux États-Unis. Elle est quand même rentrée en 1933, et puis Diego qui ne voulait pas, parce que Diego était heureux comme tout aux États-Unis. Il était célèbre. Qui ne va pas être content quand on est une célébrité et que tout le monde veut être avec nous et tout le monde nous invite? Évidemment, Diego Rivera était un vaniteux pas possible. Il était très, très important. Par exemple, un petit détail seulement de lui que j'aimerais vous dire tous. Diego Rivera, c'est le premier peintre qui a eu une exposition individuelle au MoM de New York, le Modern Art Museum de New York, en 1934, quelque chose comme ça, avant même Pablo Picasso. Waouh. Ouais. Et donc, évidemment qu'il était célèbre. Bon, après, il y a eu un petit événement avec Monsieur Rockefeller qui, là aussi, demandait de peindre. Les convictions politiques de Diego. Diego et Frida, tous les deux, étaient totalement communistes. D'ailleurs, une raison pour laquelle ils sont partis un peu de Mexique, ça les convenait parce qu'en 1931, il y avait eu un changement de gouvernement. Plutarco Elías Calles n'était pas très heureux avec tous les peintres, artistes gauchers. Tu vois ce que je veux dire de gauche ou communistoïde? Et donc, il a préféré partir, il a préféré accepter les invitations qu'on lui faisait aux États-Unis. Mais voyons, c'était un des créateurs du Parti communiste de Mexique, Diego. Frida, elle a fait partie de cette même parti politique. Et après, vient Monsieur Rockefeller Jr. et invite Diego Rivera à faire une peinture dans son centre emblématique de New York. Et évidemment que c'était incongruent. Diego a quand même Oui. accepté.
Il a quand même Et il a accepté. dit ce qu'il pensait à travers sa peinture finalement et ça n'a pas plu. Euh, bueno, il y a beaucoup de détails, évidemment, ça serait trop Ça long sera de une autre dire, mais histoire. On va faire c'est une une visite autre, sur Diego. ça fait motif de notre conférence, OK? De notre Allez, on visite. réatterrit au Mexique alors, dans la maison de Diego et Frida, dans la salle à Eh oui, manger. voilà. Sinon, voilà, on arrive à cette belle salle à manger que vous voyez là. Elle est très colorée. Il faut dire une chose. Quand Frida est morte en 1954, Diego a immédiatement laissé la maison. Il a fermé, il a tout rangé et il est parti vivre les 3 dernières années qu'il lui restait à vivre dans son studio Maison de San Ángel. Euh, mais il a commandé à son ami Carlos Pellicer d'ouvrir la Maison Bleue pour le public mexicain. Par contre, il ne voulait pas le donner au gouvernement. Et à ce moment-là, le problème c'était qu'est-ce qu'on va mettre dans la Maison Bleue euh, quand Diego Rivera est mort en 57, ils ont décidé entre ses amis et puis aussi comment est-ce qu'on appelle ça ah là là, le mot vient de m'échapper. Trust, non? La Financement. confiance? Ah, le La, financement? non, En espagnol. la fundación Diego y Frida. Ah, Bueno, l'association? l'association ou fondation Diego y Frida a été fondée à ce moment-là et ils ont décidé, pourquoi pas, de remonter la maison telle qu'elle était quand les couples vivaient à cet endroit. Avec les meubles de Frida et Diego. Ce Et sont la les meubles de décoration. Frida et Diego, la décoration surtout. Les meubles, j'ai mes doutes, hein. Je ne pourrais pas mettre ma main au feu, surtout les couleurs là qu'on voit. Je suis Mais sûre la que ça existe. décoration, oui, c'était de Frida et Diego. Tout ce qui est la poterie, les peintures, surtout par exemple, vous voyez au coin, il y a un petit espèce de poupées en papier mâché, c'est eux qui les faisaient. Voilà. Mmh. Et au fond, Et c'est la chambre de Diego, du coup, qu'on voit avec le lit, là. ah, ben s'il te plaît, je t'invite à rentrer à cette chambre de Diego parce que, oui, voyez, on parlait de mariage, pour ainsi dire, tourmenté de Frida et Diego. Ils se Ou sont de mariés en plusieurs 39. ou de plusieurs mariages. C'est ça qui est bizarre. C'était un mariage avec un accord pacifique de liberté sexuelle. Tous les deux, hein, tous les deux, ils ont vu croître des gros cornes sur leur... Oui, parce que la fidélité, c'était pas le truc de Diego, hein. Ça, c'est Oh non, important non, quand même. Diego ne savait pas ce que ça signifiait. Et après le retour des États-Unis, Frida aussi a commencé véritablement à s'y donner à cœur joie. Surtout elle aimait les deux côtés, tu vois. Les Sa femmes, les bisexualité, hommes. les femmes et les hommes, sa bisexualité était totalement ouverte. C'est marrant, hein, Diego n'était pas jaloux quand c'était des femmes, les couples de Frida, mais par contre, quand c'était des hommes, il n'était pas aussi content. Il faut dire, ça c'était choquant. Ils sont divorcés parce que, à un moment donné, bon, on va en parler plus tard, Diego a couché avec la sœur de Frida. Évidemment, ça a beaucoup blessé Frida. Ils ont vécu quand même ensemble durant un bon moment après cette infidélité terrible. Mais c'est là que Frida a mis comme condition, je ne veux plus avoir de relation avec toi. Et lors de leurs ils sont divorcés en 1939 et ils se sont remariés en 1940, un an plus tard. Et c'est là que C'est la incroyable condition cette était, histoire. toi, mon cher Diego, tu dors en bas, moi, je dors là-haut. Ils ont fait chambre à part. Et C'était la condition pour se remarier. C'est pour ça qu'en fait, on a dans la maison les deux chambres de Frida et la chambre de Diego. C'est vraiment la condition pour pouvoir se remarier. je ne sais pas si c'était une condition, mais c'était un accord, tu vois. Parce que nous ne pouvons pas nier que Diego était très important. C'était comme un pilier pour Frida, pour sa santé, pour sa morale. Frida, je dis, elle a dit que c'était un accident le deuxième et le plus grave accident qu'elle a eu dans sa vie, c'est de C'est rencontrer Diego. Diego et d'aimer Diego. Mais Diego, quand on disait Diego a créé Frida, en fait, c'est Diego grâce à son amour. Diego est le premier fanatique de Frida Kahlo. C'est son premier suiveur. Mais Diego, grâce à sa personnalité, à la manière comme il était,
il avait beaucoup d'amis. Et je crois que c'est ça qui a beaucoup aidé Frida. Les amitiés de Diego Rivera. Voilà, on voit son André tableau. Breton, entre autres. Bueno, il y a eu maintes personnalités qui sont venues vivre à la Maison Bleue à la fin des années 30 et jusqu'à la mort de Frida. Voilà, là on a une photo véritablement sympathique. Et évidemment que nous ne pouvons pas ne pas parler de Léon Trotsky. 1937, Léon Trotsky est accepté au Mexique comme exilé politique. D'ailleurs, il faut le dire, hein, le Mexique est le seul pays au monde qui a osé accepter en exil M. Trotsky. Il avait sur son front écrit point à assassiner. C'était véritablement terrible. Lénine l'avait, je veux dire, Staline l'a condamné et personne ne voulait faire face à ces problèmes. Mais Diego Rivera, justement, c'est lui qui a convaincu Lázaro Cárdenas, notre président de l'époque, à accepter Trotsky à la maison, au Mexique. Et effectivement, Léon Trotsky a vécu à la Maison Bleue de 1937 pendant 2 ans, 1937 à 1939. Et là, nous sommes en train de voir un autre personnage très intéressant qui est André Breton. Breton, en 1938, a été envoyé au Mexique par le gouvernement français pour faire une conférence ou un échange culturel ou une chose comme ça. Évidemment qu'ils connaissaient Diego, évidemment qu'ils ont été étroitement liés. Et c'est important pour la vie de Frida. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je te disais, Frida peignait pour elle. Frida peignait comme un exorcisme pour sortir sa douleur interne qu'elle ne voulait surtout pas admettre devant les autres. Quand André Breton est arrivé et qu'André Breton a vu la peinture de Frida, il était fasciné. Rappelez-vous qu'André Breton est le père intellectuel du surréalisme. Et il lui a dit tout simplement, oh, mais ma chère Frida, mais tu es surréaliste, ma chérie. Frida lui répond, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de surréalisme? Il lui a attribué un mouvement artistique. Oh ouais, tu vois, c'est la peinture onirique, on peint ses rêves, etc., etc. Frida l'arrête immédiatement, lui dit, mais ça va pas la tête? Moi, C'est la réalité. Moi, je peins, c'est pas mes rêves. je peins ma réalité. Cependant, malgré elle, Breton l'a beaucoup poussé à exposer dans tous les grands expos surréalistes qu'il a organisés dans le monde. Au Mexique, à New York, à Paris. Et puis, bien sûr, elle a été classifiée comme une peintre surréaliste. Surréaliste. Donc, Ok. voilà. Pour revenir à Intéressant. Trotsky, simplement petit détail, la photo est dans la maison de Trotsky, non plus dans la Maison Bleue. Trotsky a été assassiné en À 1940. Coyoacán aussi, non? Elle est. Ah, si. À quelques mètres, je veux dire 3-4 pâtés de maison de distance de la Maison Bleue se trouve la maison de Trotsky aujourd'hui. Et c'est un musée maintenant aussi. C'est sa maison, musée, et c'est là aussi où se trouve Trotsky. Hein. Si quelqu'un se pose la question, mais où sont les restes de M. Trotsky? Ils sont Dans là, sa maison, à dans sa Coyoacán. maison. La Bon, maison on de... rentre dans la maison, nous, de Frida et Diego, dans la cuisine. Ah, et voilà, alors tourne un peu pour que tu montres ça, comment c'est joli. Alors, la cuisine de la Maison Bleue reste un peu comme la cuisine qui était à l'époque des parents de Frida, tu vois. Donc, à l'aube du XXe siècle, 1910, 1900, avec cette... Tu vois, là, il y a la cuisinière à feu de bois. Hein? C'était quelque chose que bon, c'est coupé à l'époque. Et évidemment, Frida aimait beaucoup utiliser cette cuisinière, mais il ne faut pas croire, hein, il devait avoir de l'autre côté sa petite cuisinière à gaz, les frigorifiques. Aujourd'hui, les muséographes de la Maison Bleue ont décidé d'aménager la cuisine un tout petit peu pour nous rappeler, et aussi bien la cuisine, les ustensiles de la cuisine traditionnelle mexicaine, et puis bien sûr, Frida et Diego. Si tu es amant de la vie, et tu ne peux pas ne pas aimer bien manger.
Diego, c'était un grand gourmand et Frida a dû apprendre alors à lui préparer des plats mexicains qu'on adorait, comme le mole ou Le d'autres mole. plats. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la cuisine est exceptionnelle. Ouais, elle est très jolie, hein. Et d'ailleurs, tu Ouais. nous parlais juste avant d'un événement un peu tragique, hein, finalement, qui a intervenu dans la vie de Frida. C'est quand Cristina, sa sœur, est devenue un peu la amante de Diego. Ça a été quand même un passage très difficile, ça, non, dans la vie de Frida. Bah, des trois sœurs que Frida a eues, deux, c'était Mathilde et Adriana, ensuite Frida et par la suite Cristina. Donc c'était sa petite sœur. Voilà, Cristina Kahlo. C'était la plus proche à elle. Quand le couple est revenu des États-Unis, Cristina avait des problèmes à son mariage. Elle était déjà en train de se séparer. Et Mhm. Frida, pour aider un petit peu Cristina, lui a demandé d'aider Diego dans son studio. Et c'est un peu comme mettre le mouton dans la Dans la bouche. berge... Ou le loup dans la bergerie. Non, voilà, le loup dans la bergerie. Cristina et Diego ont été amants. Et puis, à un moment donné, bien sûr, Frida l'a découvert. Et puis, c'était très, très difficile, je veux dire. Mais il faut dire une chose, par exemple, pour ceux qui ont vu le film, etc., ne croyez pas Hollywood. C'était pas exactement comme ça. Si Frida, je veux dire, si Frida a découvert la tromperie, mais elle n'a pas divorcé Diego immédiatement, Elle a attendu quelques mois, quelques années, quelques années. parce que le divorce était en 1939. Et Trotsky était déjà à la Maison Bleue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'elle a eu une histoire avec Trotsky, non, Frida? Exact. Ça veut dire que peut-être qu'après, effectivement, cette terrible blessure de voir Diego et sa sœur ensemble, quand elle a rencontré Trotsky, qui devait être un personnage fascinant. Elle s'est laissée Et aller, oui, quoi. Elle n'a pas eu et oui, elle a pas eu de, de remords. elle a eu des romans. On a des Ah, si? lettres, écrites par lui et par elle à lui, vraiment très romantiques, hein. Oh là Ah là! oui. Oh oui, oh oui, oui. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour qu'un homme comme Léon Trotsky nous écrive des jolis mots comme ça? Mais, mais effectivement, peut-être un peu Frida l'a fait comme revanche. On ne sait pas, je veux dire. C'est pas, Oui, on saura pas ça. C'est un secret on ne qui. saura pas, mais c'est sûr que cette relation, cette affaire que Frida a eue avec Trotsky a beaucoup blessé Diego. Et justement, c'est justement après lui avoir pris connaissance de cette affaire que là, il a demandé le divorce. Tu vois, Ah, donc c'est quel lui, culot quand qui a même, hein. demandé. Mais oui, quel culot. Oh là là. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mon petit Diego. Exactement. Bueno, Du coup, on va passer à son atelier après avoir monte connu dans toute les leur escaliers pour histoire. arriver au studio atelier. Ça, c'est la partie plus moderne. Vous voyez, les fenêtres que vous voyez de l'extérieur. C'est une librairie, c'est aussi tous les ustensiles de travail. On a les peintures, on a des pinceaux. Euh, Par là, on doit avoir le chevalet aussi adapté, la chaise roulante et le chevalet adapté à la chaise roulante de Frida. Et là, au milieu de la table, on voit les journaux de Frida. Frida avait l'habitude, pour ses fanatiques, c'est quelque chose de très bien, d'écrire un journal. Mais dans son journal, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle peignait des avec de l'aquarelle ou avec des crayons, tout simplement. On n'arrive pas très bien à voir, mais à gauche, cette petite aquarelle qu'on voit à gauche du cahier de son journal, ce sont Mhm. deux petits pieds avec des ailes, où elle a écrit dans la partie d'en bas, pies para que te quiero si tengo alas para volar. Ce qui pourrait signifier peut-être, mes pieds, pourquoi je te veux si j'ai mes ailes pour voler. Si j'ai des événements pour voler. Oui, parce Et que là, c'est il y a eu encore un événement marquant un événement très triste. C'était presque 9 mois avant la mort de Frida. Son pied, étant donné l'immobilité, son pied s'est gangréné, son pied gauche, et on a dû lui l'amputer. Et donc, je crois que là, vraiment, Ça a ça été le coup fait dur. Ça a été le coup de un, trop.
Voilà, c'était la goutte qui, non? Mm. Comment tu dis, Qui fait la gota déborder qui le derrame vase. el vaso. Exact. Bref, là, voilà, on voit le chevalet adapté à sa chaise roulante. C'était quelque chose de très important. Mais il faut dire une chose. Frida, à la fin surtout, peignait couché. Ah oui, elle peignait dans. Ah oui, dans une de ses chambres d'ailleurs qu'on va voir maintenant, On va qui est juste à rentrer côté de après. l'atelier. Exact. À côté de l'atelier, il y a la première chambre, on va dire, la première chambre à coucher, voilà. C'est un lit, c'est assez petit, hein, comme vous pouvez voir. En fait, c'est le lit qu'elle occupait durant la journée, quand elle ne pouvait plus tenir dans sa chaise roulante. On va dire les 5 dernières années de sa vie. Elle couchait là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais dans la partie supérieure, il y a un miroir. Mhm. C'est-à-dire que depuis qu'elle est tombée malade à l'âge de 18 ans, qu'elle était attachée au lit à l'âge de 18 ans, on lui a mis un miroir dans la partie supérieure de son lit pour qu'elle puisse se refléter. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des autoportraits. C'était les personnages qu'elle connaissait le mieux. Son Et oui, parce image. elle peignait de son lit. Voilà, Là, on a une regardez là, photo d'ailleurs dans son lit. Mm. une belle photo dans son lit. Je te dis, c'est l'avantage d'avoir une visite virtuelle. On peut rajouter des images qui généralement sont beaucoup plus difficiles à faire en réalité. Oui, c'est vrai. Exact. Laissez-moi vous dire ici. Peut-être que vous arrivez à la voir, elle, dans son lit, même s'il est au lit, elle va se coiffer. Et disons, les coiffures qu'elle faisait, de très style oaxaqueño comme sa mère, avec des fleurs qu'elle mettait partout, tout autour, ça devait lui prendre au moins 1 ou 2 heures hein, pour pouvoir faire ses tresses et pouvoir... Les coiffures étaient très, très compliquées. Mais en plus, elle s'habillait. C'était une femme très exotique. Je veux dire, je crois qu'elle aimait choquer. Premièrement, de son caractère, elle aimait choquer. Elle choquait la société, la belle société qui toujours invitait Diego Rivera dans les belles réunions pour... pour elle, elle les choquait parce qu'elle arrivait habillée en femme oaxaqueña, avec les costumes typiques des indiennes mexicaines. Oh là là, vous ne savez pas comment c'est la société bourgeoise mexicaine. Elle méprise beaucoup, et surtout à l'époque, méprisait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de costumes. Et elle le faisait à propos. Elle avait, vous savez, un petit problème de, comment on dit ça, Elle de avait de la vellos. moustache. Oui, elle avait une petite moustache qu'elle avait quelquefois du mal à enlever. Malheureusement pour elle, la dépilation laser n'existait pas. Euh, elle avait aussi Un mono-sourcil. la monosourcil, exactement. Mais vous savez, bueno, ça c'est mon humble opinion, mais je crois qu'elle le faisait exprès. Elle les peignait. Elle le remarquait beaucoup plus, et puis elle se laissait la petite moustache, un peu pour choquer toute cette belle société. Elle le faisait exprès. C'était une femme qui aimait provoquer. Et même au lit, elle se mettait plein d'anneaux dans toutes ses mains, et des colliers, elle était très, très extravagante. Elle mélangeait tous les styles. L'important, c'était que ça se voyait. Hum, Et voilà, et c'est ça qui a fait aussi peut-être une petite mode. Ici, effectivement, on a ce tableau qui, je crois que c'est un des plus connus de Frida. Aujourd'hui, il se trouve au Musée d'art moderne de Mexico. Ça fait partie de la collection de Lindbar. Les deux Frida. À gauche, on a une Frida modérée, une Frida qui souffre, une Frida qui a le corps ouvert, mais qui est attachée par même une veine au cœur de l'autre Frida. La Frida que Diego aimait. La Frida qui s'habille pour choquer la société. Car il faut dire, Diego adorait que Frida s'habille comme ça. Diego adorait cette attitude de Frida défiante et qui choquait. Elle fumait, elle buvait, elle embrassait les femmes à la bouche en face de tout le monde. Enfin, elle faisait des choses que, imaginez, pour 1930, 1940,
Bueno, les femmes de la société devaient s'évanouir devant Madame Frida, Madame Rivera, comme on l'appelait à l'époque, n'est-ce pas? On a beaucoup de choses à dire de ces tableaux. Psychologiquement, on pourrait passer des heures à parler, à faire une analyse de, de ces deux Frida-là. Mais je crois qu'on voit très bien la Frida de gauche, qui est habillée comme une femme de la belle société de l'époque, mais qui tient avec un ciseau la veine, l'aorte qui sort du cœur et qui est coupée. C'est la Frida qui va mourir, la Frida qui meurt en vie. Et de l'autre côté, la Frida de l'apparence, la Frida qui donne cette impression de force, de passion. C'est vrai que c'était une passionnée de la vie. Avait-elle le choix, avec les douleurs qu'elle avait? Ouais. D'ailleurs, on vient juste de voir là, parce qu'elle avait 2 chambres finalement, Frida, la chambre où elle peignait et la chambre vraiment de repos. Donc là, on va voir sa deuxième chambre. Dans la maison, une fois qu'on termine la chambre, on arrive on appelle ça le lit de nuit ou la chambre de nuit. Bon, elle avait ses objets personnels et c'est sûr que, je veux dire, à la fin de la vie de Frida, quand on parlait de Christina et de tout, et de le malheur que pour Frida a été cette tromperie entre sa sœur et son mari, Christina s'est quand même belle rachetée par la suite. Hein. Une fois que Frida était très malade, une fois, après 1941, je crois, jusqu'à 1947, jusqu'à 1945, quand elle est morte, véritablement, l'infirmière de Frida, c'était sa sœur Christina. Il fallait lui injecter tous les jours de la morphine, il fallait toujours être avec elle, l'accompagner, la descendre du lit, la mettre dans son chaise roulante. Ça ne devait pas être facile. Et puis Frida, finalement, en juillet de 1954, elle a décidé peut-être de mourir, ou c'est peut-être son corps de qui se laisser aller. Peut-être qu'elle s'est laissée aller. L'acte de défunction, elle est morte là, elle est morte à cette chambre-là. Disait que c'était une embolie pulmonaire. Pulmonaire. Une embolie pulmonaire. Et on ne sait pas. Il faut dire une chose. Après l'amputation de sa jambe, elle a eu 2 essais de suicide. Ah. Et celui-ci, sa mort. C'était le coup de trop, oui. C'était le coup de trop, l'amputation. Ah oui. D'ailleurs, elle repose en paix dans cette même chambre où elle est décédée. Si on peut s'approcher un petit peu dans son tabouret, voilà, un petit peu, on arrive à voir cette belle urne préhispanique. Hein? À cette urne-là se trouvent aujourd'hui les cendres de Frida Kahlo. Frida et Diego voulaient d'ailleurs, de leur décide, ils voulaient être ensemble. C'est, comment dire, rester ensemble tous les deux dans leur maison d'Anahuacalli, celle dont on parlait tout à l'heure, là où, celle qu'ils ont construite pour exposer les pièces archéologiques de la collection privée de Diego. Malheureusement, à la mort de Diego Rivera, le gouvernement mexicain a décidé, voyez-vous, que Diego est un homme trop important, et donc on l'a enterré dans la rotonde des hommes illustres, des hommes célèbres, on dirait, en français. Et le vœu de Diego et de Frida de rester finalement ensemble, tous les deux, à la Nahuacalli, jusqu'à maintenant, n'a pas été accompli. Ils n'ont pas respecté ses derniers désirs. Ah, bah tu sais, hein, c'est pas bien ça. Le gouvernement mexicain, bien sûr que non, bien sûr que non. Il fallait qu'il profite aussi de la célébrité de Diego Rivera. Et du coup, il y a une photo. Alors après, on va aller dans la salle du fond, où on a voilà quelques objets de la vie de Frida, des objets Absolument, orthopédiques. il faut sortir, quand on sort de cette chambre, qu'on a les cœurs coupés par les événements, finalement, on arrive à cette deuxième section. Laissez-moi vous dire, c'est la Fondation Frida et Diego qui a acheté ou loué, je ne peux pas savoir exactement le terme, la maison des voisins. Et là, donc, ils ont
fait une ouverture dans les jardins pour pouvoir accéder du jardin à la maison d'à côté. Ici, nous voyons la petite maison que la Fondation utilise pour des expos temporels. L'expo qui est en ce moment s'appelle Les apparences trompent. Las apariencias engañan. C'est une petite aquarelle que Frida a fait où on la voit complètement nue, complètement mal faite, avec une jambe plus courte, la colonne cassée, etc. Et par contre, habillée avec énormément des habits translucides qui couvrent totalement la réalité. Et à l'intérieur, si nous pouvons rentrer, c'est ça qui est exposé. Non, les corsets, exact. Les corsets, les prothèses, elle a eu, au total, dans sa vie, elle a eu 35 opérations du dos. Et il y en a d'opérations qui lui ont fait plus de mal que du bien. À un moment donné, on lui a mis un injerto, comment est-ce qu'on dit ça, Alexia? Un injerto? Oula, tu me poses une colle. Je te pose une colle, excuse-moi. C'est donc un morceau d'os qu'on lui a mis à sa colonne. Si. Comme une greffe, on lui a mis une greffe, on lui a fait une greffe. Voilà, on a greffé un morceau dans sa colonne, un morceau d'os, pour voir si elle pouvait se refaire toute seule. Et puis, ça lui a fait plus de mal que du bien, ça a été infecté. La dernière année de sa vie, elle a passé un an à l'hôpital anglais, tu vois. Et elle a eu donc, imagine, 35 opérations, une année de vie à l'hôpital. C'est corsé, d'ailleurs, il y a eu des corsets en plâtre qu'elle a même peint, tu vois. Par exemple, si on marche un tout petit peu plus derrière, à côté de cette vitrine, on voit aussi, extraordinaire, c'est la prothèse de son pied amputé. Qui était jolie jusqu'à sa prothèse, elle se l'a appropriée, elle l'a personnalisée, elle a réussi à le faire. C'est impressionnant, hein. Il y a des détails assez intéressants, bien sûr. Elle aimait beaucoup, en plus de l'art populaire mexicain, elle aimait beaucoup l'art chinois, l'art asiatique. Et donc, ces chaussures, imagine que ces chaussures devaient être d'abord déjà compenser la différence de niveau de sa jambe après la polio. Et puis, quand on lui a coupé la jambe, bien sûr, elle a peint sa prothèse, elle a fait des petites, comment ça s'appelle, des petites fleurs très style oriental. C'est assez curieux. C'est assez curieux comment elle a fait face à tous ces malheurs, non? Oui, elle était artiste même dans sa manière de personnaliser ces objets qui finalement, enfin voilà, étaient difficiles pour elle. Elle personnalisait son corset, personnalisait sa prothèse de jambe. C'est vraiment ça montre aussi cette force, je trouve, cette force de caractère, cette force de voilà, d'avoir toujours sa personnalité et de pas se laisser abattre par des événements difficiles de sa vie. Même évidemment, voilà, trop c'est trop. À la fin de sa vie, l'amputation, ça peut-être été le coup de trop, mais ça montre vraiment une force de caractère de Frida assez impressionnante. D'ailleurs, on a des robes aussi, non, dans cette salle, les robes de Frida. Expo, on a regardé. Ça, ce sont les robes de Frida. Ces robes à elle, toutes elles sont plus ou moins inspirées et puis originales, robes folkloriques de la région de Oaxaca. D'ailleurs, à droite, on voit les splendeurs, donc cette jolie dentelle que les femmes de Oaxaca se mettent autour de leur visage. C'est très naïf, c'est très, très, très joli. Et Frida utilisait ces robes et des fois elle mélangeait les styles. Ce n'est pas qu'elle était totalement puritaine de ce côté-là. Elle utilisait toutes ces robes-là de grande ampleur pour cacher ses défauts physiques. D'ailleurs, on a une photo un tout petit peu plus loin, je crois que à New York avec sa jolie tenue. Là, elle est à New York, elle est totalement à New York, elle a fait un ravage. Quand elle est arrivée, d'ailleurs, la première image qu'on a vue dans notre présentation, c'était la une de la revue, du magazine Vogue. Elle a fait la une du Vogue à l'arrivée. Elle était vraiment, vraiment une attraction. Ça ne signifie pas qu'elle a fait des influences aucune.
mais la manière comme elle s'habillait, les fleurs qu'elle mettait sur la tête, ben, c'est folklorique, tu vois, pour les gringos. Et en tout cas, ici, tu vois Frida assise sur la terrasse de l'édifice où elle habitait, New York derrière. Et oui, on voit très bien, on peut comprendre très bien hein, sa position, assise avec les jambes un tout petit peu ouvertes, et cette grande jupe cache totalement les défauts physiques qu'elle avait, non? Et Et toi, là, les d'ailleurs, on va voir une vidéo qui vraiment, alors issue du film de Hollywood. On sait absolument. qu'il y a Alors, quelques, laissez raconter un tout petit peu. Un tout petit peu avant, laissez-moi vous raconter seulement ce que vous allez voir là. Les expos de Frida, dans sa vie, elle en a eu quand même quelques-unes. Hein. Ne croyez pas qu'elle était, depuis qu'André Breton l'a poussée à, à exposer son œuvre, elle a fait plusieurs expositions, mais elle n'a jamais eu une exposition individuelle. Toutes les expositions dans lesquelles elle a participé dans sa vie, c'était des expositions collectives. Donc, la seule exposition individuelle, on lui a organisée en 1953, un an avant sa mort, quand elle était à l'hôpital, dans la galerie d'art contemporain de Lola Álvarez Bravo, une femme de l'intelligentsia mexicaine extraordinaire aussi. Et donc, le médecin lui interdit d'y aller. Alors, ce que nous voyons dans cette vidéo, on va voir un petit peu cet extrait du film de Frida de Salma Hayek. Ce que nous voyons est quelque chose qui est vraiment arrivé. Frida Kahlo est allée à son exposition dans le lit d'hôpital sur lequel elle était. la détermination. C'est sûr que ça montre, je voulais te dire tout simplement, ça montre totalement la force de caractère de cette dame, que malgré ses douleurs indescriptibles, je ne peux pas les imaginer. Ben, elle tenait la vie, voyez, souriante, bien droite. Elle aimait la vie. C'est ça, en tout cas, qu'elle nous a montré. Voyez, allons voir l'extrait de ce petit... I've waited for a show in my own country my whole life. I'm not going to miss it. If the bronchitis gets worse, it will turn into pneumonia. Frida, under no circumstances are you to leave this bed. I'll bring you back all the gossip, I promise. Christina! There was this skinny kid with his eyebrows shouting up at me, Diego, I want to show you my paintings. But there was this skinny kid with his eyebrows. I did, and I've never stopped looking. But I want to speak about Frida not as her husband, but as an artist, an admirer. Her work is acid and tender, hard as steel, and fine as a butterfly's wing, lovable as a smile, cruel as the bitterness of life. I don't believe that ever before has a woman put such agonized poetry on canvas. Shut up, Alson. Who died? Where is the music? See, Dr. Zito, I followed your orders. I didn't leave my bed. Frida, I doctor, if you let me have this tequila, I promise not to drink at my funeral. ¡To Frida! C'est impressionnant, hein, ce passage de sa vie. Voilà. Bon, bah du coup, on a quelques petites questions pour Voilà, vous. voilà.
qui avait fait la visite de Frida. Alors Solène, oui. Alors cette question, on la garde et dans 3 petites minutes, on la met dans le panneau des questions-réponses avec Anilou. Hein. Anilou va y répondre dans un petit instant. Donc la première question qu'on a pour vous, c'est qui est cette personne? Est-ce que c'est la cousine de Frida Kahlo? Est-ce que c'est la mère de Frida Kahlo? Est-ce que c'est la sœur de Frida Kahlo? Ou est-ce que c'est la maîtresse de Diego Rivera? Un petit indice, cette question a plusieurs réponses possibles. La deuxième question, c'est dans quel quartier se situe la Casa Azul? Est-ce que c'est à Coyoacán? Est-ce que c'est à San Ángel? Est-ce que c'est à la Condesa ou la Roma? La troisième question, c'est à quel mouvement artistique Frida a-t-elle été classée malgré elle? Est-ce que ça a été le cubisme, le surréalisme, l'expressionnisme ou le fauvisme? On vous laisse un petit moment pour répondre. Alors, rappelez-vous, vous pouvez sélectionner. Vous pouvez sélectionner les réponses qui vous semblent justes. Excusez-moi, mais je t'entends plus, Alexia, mais je vois les questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous, on t'entend très bien. Alors, les résultats. Oh, très bien. Est-ce qu'ils ont bien répondu? Ah, la mère, la cousine. Alors, du coup, on a 18 personnes. 86%. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Le problème, c'est que je n'entends plus. Après la vidéo, il y a eu un truc qui est arrivé. Je ne t'entends plus, Alexia. Mais je vois que les réponses sont bonnes. Hein? Sont pas mal. Du coup, on a eu une petite blague là sur la première question. Donc oui, effectivement, Christina, c'était à la fois la sœur de Frida Kahlo et la maîtresse de Diego Rivera. Sur la seconde question, donc tout le monde a répondu juste. C'était bien Coyoacán, le quartier où se situe la Casa Azul et d'ailleurs aussi la maison de Léon Trotsky, qui est maintenant un musée. Et la troisième question, donc à quel mouvement artistique Frida a-t-elle été classée malgré elle? Donc c'est le surréalisme par André Breton. Donc c'est André Breton qui a vraiment classifié les œuvres de Frida dans le surréalisme. Voilà. Bon merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a perdu Anilou. On va passer aux questions. Anilou, si tu es avec nous, vous en tout cas, vous pouvez commencer à poser vos questions pour Anilou, le temps que Anilou se reconnecte parmi nous et reconnecte sa caméra et son petit micro. Vous pouvez poser des questions sur Frida et Diego. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Anilou s'est déconnectée. On va l'attendre un petit instant qu'elle se reconnecte pour répondre à nos petites questions. Elle devrait se reconnecter dans une petite seconde. J'aurais aimé pouvoir vous répondre à vos questions en attendant, mais je suis pas aussi experte qu'Anilou. Donc du coup, on va attendre qu'elle revienne. Donc vous pouvez poser vos questions en attendant. Je vais essayer de l'assister en attendant. Ah, c'est bon, elle revient. Il faut juste que tu actives ton micro, Anilou. Et c'est bon, tu es parmi nous. Il manque ton micro. C'est bon, maintenant? C'est bon, tu es revenu. Bon, alors on a la première question pour toi, Anilou. Pourquoi il y a beaucoup de squelettes dans la maison? Ok, ça fait partie de l'art populaire mexicain.
Je crois que vous avez entendu vous avez entendu parler de notre célébration de la fête des morts, et on l'appelle comme ça, le 1er novembre, 1er 2 novembre au Mexique. Ce n'est pas le jour de mort, c'est la Toussaint, qu'on pleure et on est nostalgique. Nous, on fait une fête. Et donc, bueno, c'est vrai que c'est toute une histoire de cosmovision qui vient depuis la période précolombienne et qui a été très ancrée chez nous. Mais le squelette, ça fait partie de cette imagerie populaire pour les jours de mort, pour le Dia de los Muertos. D'accord. On a une deuxième question. Frida était-elle aussi célèbre de son vivant qu'après sa mort? Non. De Lucas. Non, Lucas. Figure-toi que Frida, si, elle était célèbre comme la femme Madame Rivera. Peut-être un peu excentrique, elle choquait, etc. Mais la célébrité de Frida aujourd'hui n'a pas de comparaison. Non. Justement parce qu'elle a été prise, tu sais, elle a été, son image, son icône, a été la bannière des féministes, de la communauté LGBT, tu sais, toute cette communauté de liberté sexuelle. Son image est aujourd'hui cette bannière. Et peut-être que c'est ça, plus un peu Hollywood, qui lui a donné tant de renommée. Ok. Alors, on a une autre question de Hélène. S'est-elle essayée à d'autres types d'art que la peinture? Si, bien, bueno, no, elle a aidé son père. Quand elle était jeune, elle aidait son père dans ses compositions photographiques. Tu sais, son père était photographe. Elle a dû tirer 2 ou 3 fois les caméras. Elle faisait le papier mâché, tu sais, tout cet art populaire. Mais elle n'a pas essayé les sculptures ou d'autres arts que je sache. Elle ne l'a pas essayé. En tout cas, on ne le sait pas. Bueno, moi, je ne le sais pas. On a une autre question de Myriam. A-t-elle vendu ses tableaux de son vivant? Oui, bien sûr. Par exemple, dans l'exposition collective des surréalismes à laquelle elle assiste en 1939 ici, là-bas chez vous, à Paris, le Louvre, enfin le gouvernement français, a acheté un tableau de Frida. Aux États-Unis aussi, elle a reçu des commandes et qu'on lui a payé. Et en plus, on lui a acheté, parmi ses amis intellectuels américains, on lui a acheté quelques tableaux, oui. Mais pas beaucoup, hein, et puis c'est surtout pas au prix de... Oh, pas aussi cher, du moins. À des millions de dollars, imagine. Ok. On a une autre question d'Élise. Le style de Frida a-t-elle été influencé par certains artistes? Ouf, que difficile. Si, oui, excuse-moi. Je tournais tout immédiatement. Mira, elle a bien sûr été inspirée un tout petit peu, par exemple, par Duchamp. Elle a essayé, bon, on ne peut pas dire qu'elle a essayé le cubisme, mais elle aimait bien, par exemple, exprimer, positionner ces objets d'une manière assez carrée. On dit toujours que, je ne sais pas si elle l'a connue, mais en tout cas pour moi, personnellement, c'est mon avis, elle est très semblable à Henri Le Douanier Rousseau. Vous savez, Le Douanier Rousseau, en fait, qui était un amateur d'art et qui est devenu très célèbre, ami de Gauguin, il ne savait pas non plus, lui, assir ses personnages ou les mettre bien fermes debout sur un sol. C'est une partie d'une technique qu'on doit apprendre certainement à l'école des beaux-arts. Frida non plus, comme Henri Le Douanier Rousseau, elle n'a pas vraiment assisté à une école d'une formation formelle. Par contre, Diego a dû beaucoup l'aider. Je ne sais pas s'il était influencé par Diego dans son art ou si c'est l'inverse. Parce que comme vous l'avez vu dans les petits extraits du film, Diego était vraiment un grand admirateur de Frida Kahlo. Je crois que c'était son fanatique numéro 1. C'est lui qui l'a toujours poussé à continuer de peindre. D'autres influences, bon, je ne saurais pas le dire, peut-être que je n'ai pas suffisamment de connaissances pour vous dire d'autres peintres qui ont influencé Frida.
Voilà. Il y a pas de souci, c'est très bien, c'est intéressant dans tous les cas. Oui, On a une autre question de Catherine. Avait-elle des artistes dans sa famille? Bueno, son père, je ne sais pas si à cette époque-là, la photographie en tant que telle était considérée déjà comme de nos jours un art. En tout cas, aujourd'hui, la collection de photos que Guillermo Calo a fait, comment ça s'appelle, de tous les monuments. Il a été contraté par le président de la République de l'époque, Porfirio Díaz, pour faire un registre de tous les monuments historiques de la ville de Mexico et du pays, parce qu'il a voyagé partout dans la République mexicaine à enregistrer, à faire des photos de tous ces monuments. Aujourd'hui, cette collection de photos de Guillermo Calo, ou comme il s'appelait en allemand, Wilhelm Calo, fait partie de grandes richesses, des œuvres de grande richesse qu'il y a à l'Archive nationale. Tu vois? Alors, bon, d'abord son père. Ses sœurs, il paraît que Adriana, l'aînée, a aussi incursionné dans la peinture, mais pas vraiment plus. Sinon, non. Seulement son père et elle. Bah oui, c'est l'art, hein, la photo. Ok, bon c'est chouette. Je crois qu'on n'a plus de questions. Okay. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. On va se quitter. On va vous mettre une jolie vidéo de Frida et Diego. À l'époque, enfin voilà, c'est vrai, des vraies images de l'époque avec une jolie chanson qu'on adore, la Bruja. Voilà, donc avant de se quitter là-dessus, n'hésitez pas vraiment à attendre jusqu'à la fin parce que c'est vraiment une jolie vidéo. Voilà, avant de nous quitter, on voulait juste vous partager. Demain, nous avons un live de cuisine mexicaine, voilà, sur notre compte Instagram. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, partager un bon moment de convivialité sur notre compte Instagram, je vous laisse le nom du compte, voilà, dans la conversation, dans le chat. Voilà, on va apprendre à cuisiner le ceviche et un petit cocktail Tequila Sunrise. Donc voilà, si vous voulez participer, ce sera avec plaisir qu'on partagera ce moment de convivialité avec vous. Et puis ce week-end, ne ratez pas nos prochains événements. Donc on aura un tour sur la gastronomie. Donc la gastronomie mexicaine, ça c'est un sujet passionnant, vraiment parce que la gastronomie mexicaine, hein, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, c'est vraiment un sujet super intéressant. Et l'Empire français, envoyé par Napoléon III de Maximilien et Charlotte. Voilà, ce week-end, ce sont les rendez-vous des visites virtuelles. Voilà, bon, on vous remercie. Je crois qu'on a encore perdu Anilou. Je vous dis au revoir de sa part et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette visite virtuelle. On espère que vous avez passé un très bon moment et on vous dit à bientôt sur cette jolie vidéo. Mamá, subirse, dejarse caer en los tirantes de un coche, en los tirantes de un coche, que hasta quisiera llorar. Ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle usted. A una bruja me encontré
dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparle a usted. Te chupaste a mi hijo, ahora sí, maldita bruja y mamá. Ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, cuando a tu marido le encuentro durmiendo, le arranco las piernas y me voy corriendo. Cuando a tu le encuentro dormido, le arranco las piernas y me voy contigo. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señor,